La triste place Bilanga qui a longtemps favorisé la contrebande et la fraude au poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, où les gangs de tout genre opéraient impunément au détriment de l'État, vient d'être rasée comme un champ de ruines par les forces de sécurité qui ont rétabli l'ordre et la discipline dans cette frontière avec la Zambie. Un an après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, les avis sont partagés sur le bilan de l'équipe Ilunga Ilukamba issue de la coalition FCC Cash. Ils sont nombreux, ces Congolais, qui pensent que l'actuelle formation gouvernementale a encore du chemin à parcourir pour rencontrer les desiderata du peuple congolais qui continue de croupir dans la misère la plus noire. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement qui vous est présenté par Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité à cette émission nous honore. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement. La grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo de ce jour part de la province douanière du Katanga, où les services de l'ordre et de sécurité ont procédé le lundi 24 août 2020 à la démolition des bâtisses érigées le long de la frontière de Kasumbalesa. Il faut dire que ces dépôts ont longtemps favorisé la contrebande dans cette zone communément appelée Bilanga. Enjeu et perspective de cette démolition, de cette action musclée avec Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent. Le lundi 24 août de l'année en cours, tous les occupants des dépôts construits le long de la ceinture frontalière de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, ont été déguerpis et les bâtisses rasées. Cette opération s'est passée dans cette zone appelée Bilanga. Bilanga, ce mot en lingala veut dire tout simplement les champs, la brousse, mais à Kasumbalesa, Bilanga prend toute une autre connotation. C'est la zone informelle, la brousse par laquelle passaient des marchandises traversant clandestinement la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo au niveau de Kasumbalesa, occasionnant ainsi un sérieux manque à gagner au trésor public. En termes clairs, il s'agit tout simplement de la contrebande. Des tonnes de marchandises venant de la Chine, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie ou de tout autre pays et passant par la Zambie franchissaient ainsi notamment la frontière de Kasumbalesa, passant par cette brousse et sans payer le moindre frais de douane. Ce magazine, Fiscalité et Développement, étant purement spécialisé en des questions économiques, financières et de développement, nous n'entrerons donc pas dans les méandres politiques dans cette analyse. Nous allons nous limiter aux aspects purement techniques. Ce phénomène, Bilanga, est-il nouveau? Eh bien non, le phénomène n'est pas nouveau. Il a plus d'une dizaine d'années, mais il a pris des proportions sérieusement inquiétantes ces dernières années. Cette zone de contrebande, cette zone de l'informel commençait petit à petit à devenir formelle et officielle, dans la mesure où des petits bureaux, des officiels commençaient à naître ça et là, le long de la frontière jusqu'à devenir un vrai champ de bras de fer entre hommes en uniforme et civils, ainsi qu'entre partisans de certains partis politiques qui ont érigé leurs différentes bases. Ils y persévéraient et favorisaient la traversée clandestine des marchandises. En plus du coulage des recettes de l'État, la souveraineté même de notre État commençait à être mise à mal. Mais qu'a fait la Direction générale des douanes et accises depuis lors pour éradiquer ce mal? Eh bien, vous vous posez cette question. Sachez que plusieurs fois, la DGDA a essayé de lutter contre ce phénomène dit Bilanga. Mais ces actions étaient souvent butées au fait que la surveillance des frontières revenait en premier au service de sécurité de l'État, notamment les FARDC et la police. Alors, l'on notera par exemple que la douane a même financé il y a quelques années l'érection d'un mur, mieux d'une clôture le long de cette zone de Bilanga pour lutter contre ce phénomène civique de contrebande.
La construction de ce barrage n'était même pas encore achevée que des inciviques ont mis à terre les 30 mètres qui étaient déjà érigés comme clôture à ce moment-là. Et l'entreprise commise à cette tâche, il faut le dire, n'avait pas achevé l'ouvrage. Alors, on se demande quand est-ce que cette clôture sera érigée définitivement. Le délogement et la construction de ces dépôts résolvent-ils la question de Bilanga? Dans un premier temps, nous dirons oui. Dans un premier temps, ce délogement et cette destruction des dépôts informels, ça peut résoudre dans un premier temps le phénomène Bilanga. Mais encore faudra-t-il se rassurer que les éléments en uniforme placés dans ces zones ne favoriseront pas eux-mêmes la fraude et la contrebande. Pour les décourager d'ailleurs, des grands caniveaux, des tranchées profondes ont été creusées, empêchant ici toute traversée des marchandises, surtout des grandes quantités, mais aussi des personnes et des biens dans cette zone Bilanga. En rasant ces dépôts, la République démocratique du Congo, il faut le dire, fait aussi sa part dans l'application des dernières résolutions issues des travaux de la 10e commission mixte Zambie-RDC, tenue dernièrement à Lubumbashi, vous le savez, il y a quelques semaines. Car la Zambie procédera elle aussi, à son tour, de l'autre côté, à cette même opération, telle que l'avait déclaré en son temps d'ailleurs le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. Bernard Bosseli Pilipili. Dans les prochaines éditions, nous nous rendrons à Kasumbalesa pour plus de détails. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma pour Fiscalité et Développement. Restons encore dans cette partie du pays. C'est une importante cargaison essentiellement constituée d'huile végétale entrée irrégulièrement, illégalement à Lubumbashi qui est tombée mardi 25 août 2020 entre les mains de la brigade douanière de la DGDA Katanga. Ces bidons d'huile étaient déjà à leur lieu de destination quand les gabelous ont surgi dans la parcelle. Aucune déclaration n'a été faite jusque-là. La mère Yuma, notre correspondant, nous fait le récit de cette opération de saisie dans ce reportage. À cette parcelle du Golfe Plateau, en de nouveaux quartiers périphériques de la ville de Lubumbashi, tout semble calme et serein, et même un air innocent s'affiche de l'extérieur. Pourtant, lorsque l'inspecteur Narcisse Pambou et ses hommes surgissent ici, c'est un spectacle désolant qui s'offre aux yeux des brigadiers de la douane du Katanga. En effet, des camions remorques dénotent d'une intense activité marchande qui échappe à la douane par ici. Ces camions sont pleins de marchandises, plus précisément des bidons d'huile de table. Certains sont même déjà déchargés et entassés dans ce dépôt qui n'en donne pas l'air de l'extérieur. Mambo ya motogari ni bitu ya fraude, na motogari iko nakuya beko na décharger bintu busiku. Banaanza ma 0h ti 4h banakata. L'État, chef de l'État qu'on a besoin ya ma recette juu imsaidie kazi. C'est-à-dire les fraudes beko nafanya mubaya. Na njoo ile tuko naenda ti ma recherche ya kujua mafasi gani beko na décharger mabintu ya busiku bya nini, njoo ile mambo. C'est grave. Aucune déclaration justifiant l'acquittement des droits et taxes dus au trésor public à la traversée de la frontière de Kasumbalesa n'a été présentée aux douaniers durant toute la journée passée en ces lieux. Fidèle à la philosophie du directeur général de douane Jean-Baptiste Kongolo Kabila, qui, pour appuyer l'action du chef de l'État, du gouvernement et du ministère des Finances, prône la lutte contre les antivaleurs, lutte que relaie ici à Lubumbashi le directeur provincial de la DGDA Katanga, l'inspecteur Narcisse Pambou, faisant l'intérim du sous-directeur de la brigade de douane, a procédé donc tout de suite à la saisie de cette importante cargaison. Se faisant entourer de toutes les précautions et jouissant de toutes les prérogatives que lui reconnaît la loi en tant qu'officier de police judiciaire à compétences restreintes, le président de la commission de la lutte contre la fraude et la contrebande douanière au Katanga a même scellé le dépôt. Les camions remorquent des bidons d'huile végétale estimés à plus de 10 000 et même ceux qui étaient déjà stockés ont été rechargés et conduits à l'entrepôt-ville.
Un dossier est donc ouvert à charge de ces importateurs qui devront justifier pièce à l'appui la régularité de leur opération. En attendant l'aboutissement de ce dossier, ce coup de filet vient s'ajouter à tant d'autres que mène la direction provinciale de douane du Katanga et ses animateurs. Ce qui leur attire, bien entendu, toute la foudre d'hommes véreux, prêts à tout lorsque l'on marche sur leurs intérêts, surtout ceux qui ont excellé dans la contrebande. Mais c'est sans compter avec la détermination de ces responsables provinciaux de la douane à ne lésiner sur les moyens pour renflouer les caisses de l'État et donner ainsi au gouvernement les moyens de sa politique. Retour ici à Kinshasa, ainsi l'avait-il annoncé la semaine dernière lors de sa réception par ses collègues de l'UPN. Le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, vient effectivement de dédier l'administration fiscale congolaise entre les mains de l'Éternel Dieu. C'était au cours d'un culte de dédicace organisé ce dimanche 30 août 2020 à la cathédrale du centenaire protestant dans la commune de Lingwala. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions pour des plus amples détails par rapport à cet événement. Actualité du ministère des Finances, vous le savez peut-être, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a été réélu à l'unanimité par les gouverneurs de cette institution. À Kinshasa, le ministre des Finances, José Sele Yalagouli, gouverneur de la BAD pour la République démocratique du Congo, s'est acquitté de son devoir d'État suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vote s'est déroulé par vidéoconférence suite, bien sûr, à la pandémie de Covid-19. Jean-Louis Sekama et Etienne Abenga pour le reportage. La 55e édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement s'est clôturée ce jeudi 27 août 2020 par l'élection à l'unanimité du nouveau président, le Nigérian Akinwumi Adesina. Le ministre congolais des Finances et président du Conseil des gouverneurs de la circonscription du groupe Afrique centrale, Sele Yalagouli, est revenu sur l'essentiel de ces assises. Sur instruction du président de la République, parce que nous sommes gouverneurs, nous représentons le pays, mais au plus haut sommet du pays, il y a le chef de l'État qui avait fait son choix. Donc il m'a instruit personnellement hier pour porter le choix de la République démocratique du Congo en faveur de l'actuel président Adesina Akinwumi, qui a été donc élu à 100% sur 79 pays votants par rapport à 81 pays membres de la BAD. On s'est compris bien entendu les pays régionaux, donc des pays africains, et les pays non régionaux qui sont de quelques pays européens, les États-Unis, le Canada, le Japon et quelques autres pays. Les élections, c'est un processus de donnant-donnant. Il a présenté un projet qui nous intéresse. Le leitmotiv qu'il a entre autres, c'est il faut éclairer l'Afrique. Et qui dit éclairer l'Afrique voit INGA. Et aujourd'hui, la Banque africaine de développement est en position de leadership pour conduire aussi bien les discussions internationales en ce qui concerne la centrale de Inga. Il a dit qu'il faut nourrir l'Afrique. Et comme vous le savez, le président de la République a inscrit dans son agenda de développement le développement de l'agriculture au travers notamment des agropoles pour lesquels la Banque africaine de développement est en train de donner des financements. Il a dit qu'il faut donner de l'emploi aux jeunes. Et comme vous le savez, l'une des promesses de campagne du président de la République, c'était également de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Pour Sele Yalagouli, il faut accroître le niveau de financement des pays de l'Afrique du Centre et mieux positionner les ressources humaines dans les instances de décision de la BAD. 26 août 2019, 26 août 2020, une année jour pour jour depuis que le gouvernement Ilunga Ilunkamba a été investi à l'Assemblée nationale. Un an après que le bilan établi pour ce gouvernement de 66 membres chapeauté par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Interrogés à ce sujet, ils sont nombreux, en tout cas, ces Kinois et Kinois qui pensent que le bilan de cette équipe gouvernementale est globalement chaotique. Ils sont au micro de Jocelyn Babalomba. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba a totalisé un an depuis son investiture par l'Assemblée nationale.
La population congolaise attendait beaucoup de cette équipe gouvernementale, fruit de la coalition FCC Cash. Si sur le plan politique, il y a un semblant de convergence de vues entre les deux regroupements politiques, mais les résultats dans les volets socio-économiques est chaotique. C'est du moins ce que pensent beaucoup de Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa. Une année après, l'équipe Ilunkamba ne répond toujours pas aux desiderata du peuple congolais. Étant Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui est responsable devant le peuple congolais. Aujourd'hui, nous voyons le taux de dollars augmenter. Mais le Premier ministre ne fait rien. Il attend seulement que le président puisse donner un mot d'ordre. Or, le président ne gère pas le gouvernement au quotidien. C'est lui étant Premier ministre garant du gouvernement, c'est lui qui gère le gouvernement au quotidien. C'est lui qui doit prendre tout en charge, il doit prendre tout en main. Depuis le gouvernement Oyebandaki, si les lots, tout le temps, pour le gouvernement, il y a FCC Cash. Baza toujours na ba contradiction. Or que na ndenge pepe alai kozela par rapport au mandat ndenge changé à président Félix Tshisekedi, pepe alai kozela soulagement par rapport au gouvernement. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas bango koki, pepe aza vraiment soulagé. Sur le plan économique, et sur le plan social, et sur le plan justice, et le komoko a sali égalité. Jusqu'à preuve de contraire, Tisikoyo, tu as retourné au rond-point. Tozaka au rond-point et le komoko a sali égalité. La population va naître que akolia akomela Tisikoyo et le komoko est salamité. À part le président de la République, après ça qui est gratuité à Bana, à part ça, et le komoko a sali égalité. Après une année seulement d'entrée en exercice, il serait peut-être très tôt de juger cette équipe gouvernementale. La polémique entre les programmes du gouvernement Ilunkamba et celui du chef de l'État, comme la gratuité de l'enseignement de base, est sans fondement, voire dépassée, car le peuple appréciera au finish les résultats globaux et tirera sa conclusion lorsqu'il s'agira de sanctionner aux urnes. Rentrons une fois de plus dans le Congo profond avec cette fois-ci le Fonds de promotion de l'industrie. La relance agro-pastorale et industrielle au Nord Kivu a été au centre des échanges entre le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie et les opérateurs économiques de cette province. Il a aussi été question de discuter sur l'apport du Fonds de promotion de l'industrie dans le financement des projets pour atténuer les effets néfastes dus à la pandémie de Covid-19 en province. Cette séance de travail a surtout permis aux opérateurs économiques du Nord Kivu de comprendre les innovations apportées par le ministère de l'Industrie et la nouvelle politique gouvernementale des financements des projets à travers le FPI, bien sûr, pour le développement du secteur. Images et commentaires. C'est tous les opérateurs économiques de tous les secteurs de la vie économique du Nord Kivu qui ont pris part à cette journée d'échange sur la politique de financement du Fonds de promotion de l'industrie. Une séance de travail qui a permis au ministre congolais de l'Industrie d'expliquer les innovations de son ministère. J'ai pu prendre une décision en ramenant les taux d'intérêt à 6% pour tout le monde, mais spécialement pour les entreprises de jeunes et de femmes, j'ai ramené les taux à 4%. Et pendant la Covid ici, j'ai pu immobiliser 10 millions de dollars au niveau du fonds pour permettre à ce que les opérateurs économiques, pour faire face à la crise, puissent accéder à ces fonds à 0%. Des annonces qui ont plus attiré les jeunes entrepreneurs qui se sont exprimés après la séance d'information. En tant que jeune entrepreneur, œuvrant dans les domaines du numérique, c'est un sentiment de satisfaction parce que avant on n'avait pas de l'éclaircissement par rapport à la politique financière de FPI. Ces jeunes, tout comme d'autres entrepreneurs, ont émis le vœu de bénéficier des financements, mais la garantie pose problème. Le FPI, quant à lui, traite déjà cette recommandation. Des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. Ils ont donné quelques propositions ou quelques suggestions que nous allons mettre en place pour voir comment est-ce qu'on peut revenir en aide ou soutenir aussi ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. L'occasion pour le DGA du FPI de faire une autre annonce favorable aux investisseurs locaux. Avant
il y avait la centralisation de l'instruction de dossiers au niveau du siège. Mais pour aujourd'hui, nous avons essayé de décentraliser cela. Conscient des besoins de financement au Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia a livré la vision de son ministère pour la région. La mission que nous avons actuellement, c'est de financer toutes ces entreprises qui sont en faillite. Vous voyez les complexes télécoles de Mouesso par exemple, le complexe télécole de Boutoué, le complexe de, comment on appelle, la minoterie de Kihemba vers Lubero et beaucoup d'autres entreprises, les entreprises de Capsa, les centres de semences, de production de semences améliorées. Donc le ministère est transversal, il peut financer toutes les activités, agriculture, développement rural, élevage, tout. Dans l'ensemble, les opérateurs économiques se sont dit satisfaits de ces échanges et comptent sur les financements du FPI pour la relance agro-pastorale et industrielle au Nord Kivu. Restons encore au Fonds de promotion de l'industrie pour nous rendre cette fois-ci à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, où le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures y a conduit une mission importante, objectif identifier les sites devant abriter les infrastructures qui seront construites par le gouvernement à travers le financement du FPI. L'intervention de cet établissement public à caractère technique, économique et financier s'inscrit donc dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Les détails dans cet élément produit par la cellule de communication du FPI. La délégation conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Mukeba Kalenga, séjournant au Kasaï oriental, a entrepris une série de visites des sites dont les infrastructures doivent être construites et ou réhabilitées grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est là, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Cette délégation, conduite par le directeur de cabinet du gouverneur, a successivement visité les infrastructures hospitalières et écolières qui sont dans l'ensemble dans un état de délabrement fortement avancé. La première visite a été au complexe scolaire, renfermant l'école primaire de Boutamina, l'école primaire du 20 mai et l'Institut de la Révolution dans la commune de Dioulou. Sur place, les conseillers spéciaux du chef de l'État et sa suite ont visité quelques salles de classe ainsi que les installations sanitaires en vue de s'assurer de leur état actuel. La deuxième visite a conduit la délégation à l'hôpital général de référence de la Mouya. C'est un tableau sombre que présente cette infrastructure sanitaire. Occasion pour le médecin de chef de zone de soumettre à la délégation les difficultés de fonctionnement dont il fait face. En réalité, cet hôpital est la seule institution sanitaire de l'État sur la ville. Il ne dispose que d'un bâtiment monobloc qui ne permet pas une bonne répartition des services selon les normes requises à un hôpital général de référence. Sans parler des matériels médicaux quasi inexistants. Assurance donnée à la population est-kassaïenne, nous allons faire rapport à la hiérarchie afin que ces travaux soient réalisés dans un bref délai. Avec l'intervention du chef de l'État, finalement, cet endroit où il est écrit hôpital général de référence de la Mouya aura son vrai sens. Parce que c'est tout sauf être un hôpital général de référence. Et le président de la République tient à ce que tout ce que nous allons entreprendre réponde efficacement et dans la durée aussi pour que les populations qui du reste appartiennent à sa province puissent aspirer à des lendemains meilleurs par rapport à leur santé. La troisième visite a conduit la délégation au complexe scolaire Kalenda Mudishi, dans la commune de la Kanchi. Ce complexe scolaire a une histoire particulière. C'est ici que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu son diplôme d'État en option latin philosophie de l'édition 1982-1983. Le proviseur a montré à la délégation le nom du chef de l'État dans le registre matricule, puis s'en est suivi la visite de la cour scolaire, des installations hygiéniques et d'autres salles de classe. D'autres visites ont conduit la délégation au collège Tita Manisha à Chilenge, à l'école primaire Kapachi, à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Kantsele et à l'hôpital général de Mpokolo.
comme partout ailleurs, les conditions de viabilité sont précaires face donc à ces désastres. L'intervention du FPI dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités s'avère imminente. Toutes ces infrastructures visitées seront soit réhabilitées, soit encore reconstruites et de nouvelles seront construites dans le tout prochain jour. La délégation a bouclé sa visite de prospection au site où sera implantée la centrale solaire photovoltaïque à Tipuca devant plusieurs membres du gouvernement provincial qui ont rejoint la délégation. Le ministre provincial des Affaires foncières a indiqué le terrain doté au FPI pour l'implantation de cette centrale. Il s'agit d'un espace d'une superficie de 6 hectares, 76 arts qui sera borné pour sa sécurisation. Toujours dans le Kasaï oriental, la délégation mixte conduite par le conseiller spécial du chef de l'État a inspecté 2 projets de grande envergure. Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Tchibassa, la construction du port de Ndomba et même l'érection de la centrale solaire photovoltaïque de Tipuca. La cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie nous fait savoir de quoi s'agit-il exactement dans ce commentaire. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, parmi ses missions, il lui est reconnu de financer la construction et ou la réhabilitation des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les zones d'intervention de ces projets financés. À ce titre, le FPI, appuyé par les experts kosovars de Brandy Group et des Égyptiens de Hassan Alan, Pejesco, travaille depuis un temps sur les études de faisabilité devant conduire à la matérialisation des 3 projets d'envergure dans le Kasaï oriental, à savoir la centrale hydroélectrique de Tchibassa, la construction du port de Ndomba et l'érection de la centrale solaire photovoltaïque de Tipuca. C'est dans ce sens que s'inscrit cette mission de prospection conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, dans cette partie de la République. Comme de vrais soldats de développement, la délégation mixte, présidence de la République, gouvernement provincial et fonds de promotion de l'industrie a parcouru des kilomètres à pied afin d'atteindre les chutes de Tchibassa, dans le groupement des Bakwasumpi, où sera construite la centrale hydroélectrique. Il fallait donc procéder à l'identification des terres qui vont bientôt connaître le début des travaux de l'érection de la centrale hydroélectrique. Les équipes techniques ont travaillé sur la délimitation de la concession des 120 hectares, motif donc de satisfaction pour le FPI qui salue l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que l'accompagnement du gouvernement provincial du Kasaï oriental pour la matérialisation de ce projet. Nous sommes dans cette mission ici à Bakwasumpi, plus précisément pour la chute de Tchibassa, afin d'identifier les terres qui vont bientôt connaître le début des travaux d'érection de la centrale hydroélectrique de Tchibassa. C'est ce qui justifie notre présence ici. Les équipes techniques viennent de travailler sur la délimitation de la concession. Nous sommes très contents. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie afin qu'ils comprennent que sur le terrain, les disponibilités des terres sont acquises. La délégation a poursuivi sa mission d'identification des terres au site où sera construit le port de Ndomba. Il s'agit de 12 hectares. Les équipes de l'urbanisme et habitat ont procédé au mesurage du site afin d'entamer la phase de bornage. Une phase importante dans le développement de ce projet. Enfin, le FPI prend possession de la concession pour lui permettre de faire les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de la plateforme située dans le territoire de Kabea-Kamwanga. Une fois rénové, le port de Ndomba va contribuer à améliorer la connectivité économique par voie fluviale entre Kinshasa et les capitales provinciales Mbuji-Mayi et Kananga. Cette concession qui a été mesurée aujourd'hui devient la propriété du Fonds de promotion de l'industrie pour lui permettre de faire les travaux qui vont modifier sincèrement la vie dans ces côtés ici. Le point de chute de la visite a été au domaine agro-industriel d'Aipen Lukelenge, réhabilité, modernisé et en cours de développement grâce au financement du FPI dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui,
la ferme de Lukelenge paraît comme un vrai modèle de projet agro-industriel moderne dans le Kasaï oriental. Et sa production aide efficacement à la réduction des importations des poulets de chair et des œufs dans cette zone. Et puis à Kinshasa maintenant, la haute direction du Fonds de promotion de l'industrie a organisé une journée de réflexion à l'intention des femmes sous le thème « Soyons performantes, lèvons-nous pour défendre nos droits d'accès, nos droits à la promotion, méritocratie oblige ». Cette journée d'échange d'expérience a permis à ces femmes de se valoriser au sein de cet établissement public pour une amélioration du rendement, conformément bien sûr à la devise « Mobiliser plus pour financer mieux ». Les raisons de l'organisation de ces assises sont expliquées ici dans ce reportage de Philon Cholet et Landon Nianki. Près de 100 cadres et agents féminins du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont participé à cette journée de réflexion. Cette rencontre, qui était initialement prévue dans le cadre du mois de mars, a permis à ces femmes d'être suffisamment édifiées sur les facteurs qui concourent à l'amélioration du rendement et à la promotion en grade. Au nom du directeur général du FPI, Patrice Kitiebi-Kibon-Empêché, la directrice des ressources humaines a exhorté les femmes de cet établissement public non seulement à travailler durement pour l'avancement de cette institution, mais aussi pour mériter des postes de commandement. La méritocratie est la seule clé d'accès aux fonctions de direction au FPI et rien d'autre. Comme nous l'avons dit dans notre discours introductif, nous encourageons une fois de plus la femme du FPI à fournir des efforts pour briser le plafond de verre qui nous limite en mettant une stratégie efficace dans les travails quotidiens afin d'accéder aux postes de responsabilité au même titre que nos collègues masculins. En tant que leader féminin, je souhaite que chaque femme au sein du FPI puisse devenir un mentor de l'autre. Le temps est arrivé, le temps est là. Nos dames ont fait leur temps, elles sont parties. Nous aussi, nous allons faire notre temps, nous allons partir. Faites-vous remarquer par votre travail. Et si vous êtes remarqué votre travail, Ataba Tongio, parce que tu mérites au travail. Merci. Actualité de la Covid-19 oblige, le directeur de projet du FPI, André Hilali, a été invité à expliquer les effets de la pandémie de coronavirus sur les financements des projets. La Covid vient de démontrer qu'il est important d'augmenter la production locale. Et donc, si nous augmentons la production locale, nous augmentons notre TPI local. Dans les jours à venir, une formation sera organisée à l'intention des femmes du FPI qui portera sur le leadership. Une façon pour la haute direction de rendre son personnel féminin excellent pour l'intérêt supérieur de la nation dans les volets gestion et financement des projets industriels. Je garde de cette journée de réflexion la volonté du FPI de promouvoir la présence de la femme et son implication au sein de son environnement de travail. Avec l'implication de toutes les femmes, celles qui sont nouvelles, de nouvelles unités qui sont venues. C'est pourquoi on fait ce genre de formation pour qu'elles comprennent qu'elles doivent s'impliquer et doivent donner les meilleurs d'elles-mêmes. L'essentiel de la journée d'aujourd'hui, c'est que la femme au FPI cherche à se valoriser. La femme au FPI cherche plus la méritocratie qu'autre chose. Parce que la femme doit être promue, la femme doit bien travailler, mais dans tout cela, il faut que la promotion de la femme soit méritée. Quittons le Fonds de promotion de l'industrie pour la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. En cas d'infraction ou de conflit avec la loi, mieux des dettes envers l'État qu'il faut payer, où et comment payer ses contributions, impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les pénalités, amendes, majorations y afférents.
La réponse à cette question se trouve dans le décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. Suivez. Annexe à l'arrêté interministériel numéro 001/CAB/Mine/Intersecdac/2012 et numéro CAB/Mine/Finance/2012/530 portant fixation de taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale congolaise relatif aux amendes transactionnelles pour infraction des droits communs. Abus de confiance, 80 à 500 $. Abandon de famille, 50 à 500 $. Adultère, 50 à 500 $. Atteinte à la liberté des cultes, 20 à 100 $. Attentat à l'inviolabilité des secrets de lettres, 50 à 300 $. Banqueroute, 300 à 1000 $. Prix des scellés, 60 à 500 $. Enlèvement et déplacement des bornes, des délimitations des terrains, 50 à 500 $. Cas frauduleux, 20 à 200 $. Contrefaçon, falsification et imitation des signes monétaires, 500 à 2000 $. Corruption des fonctionnaires, 100 à 600 $. Coups et blessures, 100 à 500 $. Culture, vente, transport, détention, consommation et trafic du chanvre à fumer, 100 à 1000 $. Dénonciation calomnieuse, 50 à 500 $. Destruction méchante, 100 à 500 $. Détention, transport, trafic, vente et consommation de drogue, 100 à 1000 $. Diffamation et injure, 50 à 500 $. Divagation des animaux, 20 à 100 $. Duel et provocation en duel, 50 à 500 $. Émission d'échecs sans provision, 500 à 1000 $. Escroquerie, 100 à 1000 $. Épreuve superstitieuse, 50 à 500 $. Falsification des sceaux, 100 à 1000 $. Faux en écriture, 100 à 1000 $. Faux et refus de témoignages, 60 à 500 $. Grivellerie, 20 à 100 $. Imputation dommageable, 50 à 200 $. Injure publique, 50 à 100 $. Ivresse publique, 20 à 100 $. Menace, 20 à 200 $. Non-assistance à personne en danger, 50 à 500 $. Outrage et violence contre les autorités, 50 à 500 $. Outrage public aux bonnes mœurs, 50 à 500 $. Présence des mineurs dans un débit de boissons, 50 à 200 $. Provocation à la désobéissance civile, 50 à 100 $. Projection des films enfants non admis, 100 à 300 $. Propagation des faux bruits, 20 à 100 $. Recel d'objets, 50 à 200 $. Détention illicite des documents, 20 à 100 $. Racisme et tribalisme, 500 à 1000 $. Violation des secrets professionnels, 50 à 200 $. Tromperie sur la qualité et quantité, 50 à 200 $. Tapage nocturne, 20 à 100 $. Usage de faux, 100 à 1000 $. Usure ou prêt à intérêt excessif, 20 à 100 $. Usurpation des fonctions publiques, 100 à 500 $. Violence et voie des faits, 20 à 100 $. Violation des domiciles, 50 à 300 $. Vol simple, 50 à 300 $. Fait à Kinshasa le 22 août 2012, signé Patrice Kitebi Kibonvoul, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Richard Mouyej Manguez-Maz, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Vous en savez tout maintenant, ne vous laissez plus prendre. La loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances institue 6 assurances obligatoires auxquelles il faudra souscrire. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, insiste en tout cas sur le respect de la législation en matière d'assurance en République démocratique du Congo. Quelles sont en fait ces 6 assurances obligatoires?
La réponse dans cet élément. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 assurances obligatoires en RDC. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. En République démocratique du Congo, la loi a rendu obligatoire 6 assurances des dommages afin de protéger le patrimoine de chaque Congolais ainsi que de trouver des solutions rapides en cas de dommages causés à autrui pour qu'en cas de sinistre, ce ne soit donc pas nous qui prenions en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes. Il s'agit donc des assurances suivantes. La responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur, la responsabilité civile des transporteurs aériens, la responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou de voies de navigation intérieure, assurance des risques de construction, assurance incendie, assurance des facultés à l'importation. La souscription à ces 6 assurances est obligatoire pour toute personne physique ou toute entreprise opérant à titre privé ou professionnel dans un domaine intégrant l'une des 6 assurances mentionnées. Il est donc important de consulter le Code des assurances, loi 15/005 du 17 mars 2015, ou de consulter ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ou encore l'assureur le plus proche afin de vérifier laquelle ou lesquelles de ces assurances vous concernent. Attention, l'absence de ces assurances peut entraîner de lourdes sanctions. Toute personne concernée par l'une des catégories énumérées doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance au fonctionnaire ou agent qualifié chargé du contrôle. Notez que l'assurance participe aussi au financement et au développement de l'économie nationale. Elle n'est pas une taxe, mais plutôt un moyen de protéger notre avenir. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie et protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'ARCA, restons-y. Pour se prémunir des risques potentiels de la vie, il faut mieux souscrire à une police d'assurance. Chacun de nous, ou presque, a déjà été, si pas victime, témoin d'un incendie. Grâce aux primes versées à une société d'assurance, la victime d'un incendie peut bénéficier de l'assistance totale ou partielle de son assureur. Et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA encourage donc tous les Congolais à la culture assurantielle. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance incendie. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. La République démocratique du Congo compte de nombreux immeubles dans ses grandes et petites villes et nous connaissons tous les dégâts que peut provoquer le feu lorsque nos bâtiments sont frappés par un incendie. C'est pourquoi le Code des assurances a rendu obligatoire ce que l'on appelle l'assurance incendie, pour qu'en cas de sinistre, ce ne soit donc pas nous qui prenions en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes et sans interruption. Cette assurance est obligatoire pour les bâtiments ou immeubles ou catégories d'immeubles à usage illustratif, culturel, sanitaire, scolaire, les salles de spectacle ou de loisirs, les immeubles de rapport, ceux à usage industriel ou agro-industriel, artisanal ou commercial en général, ou même les églises. Attention, pour les catégories d'immeubles concernés, l'absence d'assurance incendie peut entraîner de lourdes sanctions. Tout propriétaire exploitant ou tiers exploitant doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance au fonctionnaire ou agent qualifié chargé de contrôle. Bien que cette assurance ne soit pas obligatoire pour nous et nos maisons, nous ne sommes pas à l'abri d'un incendie. Alors, protégeons nos biens et nos familles en souscrivant une assurance incendie. Notez que l'assurance participe au financement et au développement de l'économie nationale. Elle n'est pas une taxe, mais plutôt un moyen de protéger notre avenir. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie, pour protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises,
souscrivant aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Débuté mercredi 26 août dernier, les épreuves de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP se sont clôturées jeudi 27 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. 1 500 000 candidats ont participé à ces épreuves dans un contexte socio-économique difficile, caractérisé bien sûr par la pandémie de Covid-19. De façon générale, les choses se sont bien passées comme vous allez le constater dans ce reportage de Priska Sekana et Fanfama Kitou qui se sont rendus dans un centre de la place. Suivez. L'année scolaire 2019-2020 ne sera pas une année blanche. Ces propos du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga semblaient être une utopie auprès des parents d'élèves 3 mois après la proclamation de l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus. Aujourd'hui, le 2 jours d'épreuve de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP étant passé, parents et élèves ont pu pousser un ouf de soulagement. On ne croyait pas que les enfants pouvaient présenter ces examens ici. Quand le gouvernement a décidé que non, les enfants devaient revenir à l'école, les finalistes surtout, et des mesures seront prises pour leur sécurité. Alors en ce moment-là, on était d'accord, mais on devait voir ça. On a eu très peur, que l'année soit blanche. Parce que 1 500 000 élèves étaient attendus cette année sur toute l'étendue du territoire national, dont 235 339 à Kinshasa, répartis dans 392 centres. Dans ces centres, Lingwala 2 au collège Révérend Kim, dans la commune de Lingwala, 569 élèves ont passé leur examen en toute sérénité en dépit de la pandémie de coronavirus. Pendant le confinement, c'était un peu difficile de rester chaque jour à la maison. Au début, on croyait que ça allait être relaxant, mais au bout de quelques semaines, on a commencé à constater que c'est mieux d'étudier parce qu'on est près du TENAFEP. On a d'abord commencé par apprendre quelques cours pour nous préparer au TENAFEP et faire les révisions. Après, le lundi et le mardi, on avait fait quelques exercices pour nous préparer. L'école nous a donné les tests d'entraînement, il nous a donné les anciens TENAFEP de 2011, 2016. Et on remercie beaucoup Monsieur le Président pour nous avoir redonné la chance de rentrer à l'école. Dans le souci de soulager un tant soit peu les parents touchés au portefeuille à cause de la Covid-19, la participation aux épreuves de l'ENAFEP a été gratuite au niveau de toutes les écoles publiques sur l'ensemble du territoire national sur décision du gouvernement congolais. L'enseignement des bases étant gratuit pour les établissements scolaires publics, les élèves des écoles privées devaient payer 17 000 francs congolais comme frais de participation à ces épreuves. Le ministère de l'EPST avait demandé 17 000 francs. Et là, je précise bien, c'était spécialement pour les écoles privées, parce que les écoles publiques n'ont pas payé. Dans toutes nos écoles, Révérend Kim, nous faisons un effort de respecter scrupuleusement les instructions officielles. On a payé 17 000 pour l'examen. Cela ne nous a pas dérangé parce que dans des écoles publiques là-bas, tout est pris aux frais de l'État. Faisons la ronde de différents centres à travers la ville pour palper du doigt l'effectivité de ces épreuves qui se sont déroulées du 26 au 27 août 2020. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga, avec un sentiment du devoir accompli, s'est dit satisfait de l'organisation de cet examen national qui a concerné uniquement les finalistes des écoles primaires. Aujourd'hui, dans toute la République, le TENAFEP, tant attendu, est en train d'être passé. Et nous remercions et nous félicitons le président de la République puisque nous avons loupé une année blanche. Mais les indicateurs, les paramètres qui étaient en notre présence nous donnaient quand même l'opportunité de poursuivre l'année puisqu'on a déjà passé 150 jours et le 1 mois que nous avons ajouté, ça montre clairement que c'est une année totale. Nous sommes très satisfaits de la passation de cet examen et nous sommes aussi prêts à attaquer le taureau par les cornes, surtout les examens d'État qui viendront très bientôt.
Afin de clôturer l'année dans le respect des mesures contre la Covid-19, le ministère de l'EPST prévoit, sauf changement de dernière minute, la clôture de l'année scolaire 2019-2020 le 10 septembre prochain sur l'ensemble de la République. Quant à la nouvelle année scolaire 2020-2021, elle pourra probablement débuter le 5 octobre 2020. Et puis, c'est le bémol, d'ailleurs, comme le président de la République qui s'est dit consterné par les tueries des finalistes en présentant ses condoléances et réaffirmant son engagement à mettre fin à ces actes ignobles. Fiscalité et Développement présente également ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, élèves de l'école primaire Ngoy qui s'apprêtaient à passer leurs épreuves de l'ENAFEP et qui sont tombés sous les coups des balles le 27 août dans le territoire de Massissi lors des affrontements entre les FARDC et les rebelles de l'Union des Patriotes pour la Défense du Congo IPC. D'ailleurs, plusieurs enseignants affectés dans ce centre pour assister aux examens ont été également enlevés par les assaillants. Nous dédions cette émission à nos compatriotes de Massissi dans la province du Nord Kivu. Nous ne vous oublions pas, Fiscalité et Développement est toujours à vos côtés. Nous encourageons ainsi nos vaillantes FARDC dans leur détermination à pacifier l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, la grand-messe des finances publiques, Fiscalité et Développement est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis. Santé de fer à tous et à toutes.